Bonjour, nous voici aujourd'hui pour une vidéo sur une conférence que j'ai donnée il y a peu de temps sur les 3 piliers de la santé. Alors bonjour, moi je suis Betty, je suis naturopathe et sophrologue installée sur Nantes. Ma spécialisation se tourne beaucoup autour des femmes, notamment autour de la santé hormonale féminine et des problèmes d'acné, de peau, et également autour de la gestion du stress et des émotions. Alors, pour suivre au mieux cette conférence, je vous invite à télécharger sous cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir télécharger le diaporama, parce que la vidéo est tournée d'une façon que vous n'allez pas bien voir le diapo. Donc, je vous invite à le télécharger afin de suivre au mieux toute cette conférence et ces 3 piliers de la santé. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si le cœur vous en dit et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout de suite pour la conférence. C'est parti. Donc ce soir, nous allons parler des 3 piliers de la santé pour vivre une meilleure santé. Alors ces 3 piliers, peut-être que vous avez déjà une petite idée, vous avez peut-être déjà vu un petit peu sur la com, vous avez une idée, pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas dans le... Quels seraient les points vraiment importants sur lesquels on pourrait vraiment prendre soin pour se prévenir de maladies? L'alimentation, ça s'en est un très très bon, oui, tout à fait. Qui est souvent un petit peu piquant parce que c'est pas toujours évident. D'autres idées? L'exercice. L'exercice physique? Oui. Complètement. Tout à fait. Vous êtes venu à pied. Bravo. Non, pas à pied. Alors, je Et 15 mètres. Et l'idée du troisième? Alors après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors le sommeil, oui, mais ça ferait même peut-être partie d'un pilier un petit peu plus important. De quelle sphère pourrait-on parler? Alors je suis sûre que derrière votre écran, vous savez. Tout ce qui va être autour du psychisme. Les émotions, la notion de stress. Vous connaissez le stress dont on parle beaucoup? Et voilà de quoi on va parler. Alors on va faire une petite introduction autour de la maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie de nos jours? Parce que la maladie, finalement, elle évolue aussi. Donc la santé dans l'assiette, la santé dans la tête et la santé dans le corps. Donc voilà un petit peu ces 3 choses qu'on va vraiment développer aujourd'hui. Et vous allez repartir avec plein de petites astuces à pouvoir mettre en pratique. Et puis on conclura, et puis après on aura un petit temps d'échange si vous souhaitez, si vous avez des questions, surtout vous n'hésiterez pas. Alors qui je suis? Bonne question. Alors moi je suis Betty, je suis donc naturopathe. Alors au départ, je fais plein de choses dans la vie. Et au départ, j'étais sage-femme. Et j'ai été sage-femme pendant près de 18 ans, notamment en Guyane, etc. Et puis, quand je suis rentrée en métropole, je me suis dit, j'ai continué ce métier de sage-femme. Hein, donc au départ, j'étais à l'hôpital, puis après, j'étais en libéral. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de changer. Et puis, j'ai commencé par une formation assez intense de sophrologie, donc sur Lyon. Et puis, après, je suis partie à faire un petit peu de FT. Et puis tout ça m'a amené à me dire à un moment donné quelle voie tu pourrais prendre si tu bougeais. Et voilà, j'ai bougé, je suis partie sur Nantes. Et là on m'a dit c'est pas la peine de venir comme sage-femme, il n'y a pas de place. Donc je me suis dit bon ok, ça va être vite vu parce que je sais faire que ça. Ce qui est déjà pas mal. Hein, mais... Et finalement la naturopathie est venue à moi, puisque entre la sophrologie, le FT, les formations de yoga que j'avais fait, enfin bref, la cosmétique, j'ai touché un peu à tout. Et donc, la naturopathie regroupait un petit peu tout ça, puisque la naturopathie regroupe toutes ces techniques un petit peu holistiques qui vont permettre de prendre soin de la personne, mais non pas seulement de la femme, de son ventre, mais vraiment de façon plus globale. Et puis, je me suis dit, allez, banco, j'ai vendu mon cabinet libéral, j'ai déménagé, et puis j'ai commencé ma formation. Et maintenant, je suis donc installée sur Nantes en tant que naturopathe, sophrologue. Je pratique donc aussi le FT, et puis plus récemment, le Chinetsang, comme disait Anne tout à l'heure, qui est un massage énergétique du ventre, si vous connaissez. Des trucs un petit peu bizarres qu'on fait, mais qui sont vachement efficaces et qui sont assez sympas. Et voilà, j'exerce aussi le métier d'encadrante dans des écoles de naturo, je donne des cours dans une école de réflexo et puis bientôt aussi donc à l'école de Libre. Et j'adore transmettre. Alors, les 3 piliers d'une bonne santé, d'une pleine santé, donc on a vu l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? L'alimentation, on va plutôt parler d'alimentation hypotoxique, c'est-à-dire une alimentation qui n'amène pas de toxines en plus dans l'organisme.
Une alimentation aussi anti-inflammatoire, et ça on va voir l'importance, pourquoi vous voyez. Ensuite, on abordera tout ce qui va être psychisme, mais surtout les émotions, le stress. Alors c'est vrai que le sommeil fait partie de cette sphère psychique, comme tu disais, mais voilà, le sommeil pourrait faire le lien avec une conférence à elle toute seule, tellement c'est un sujet complexe, mais autant tellement important. Et puis, troisièmement, ça va être le corps. Remettre du mouvement. Remettre le corps en mouvement, mais vous verrez qu'on va aller un petit peu plus loin. Alors, pour introduire un petit peu ces piliers de la santé, parce que c'est bien de se dire, oui, bon, il faut prévenir, avoir une bonne santé, mais pourquoi? Parce que oui, on voit tout autour de nous des gens qui tombent malades, peut-être que même avez été confrontés à la maladie ou dans votre famille. Et c'est vrai que les maladies de nos jours, elles ont pas mal évolué. Et on parle de maladies de civilisation. Civilisation parce que c'est vraiment attenant, selon les civilisations, on ne va pas avoir les mêmes maladies qui se développent. Et chez nous, en Occident en tout cas, on va retrouver beaucoup. Alors d'abord les maladies métaboliques. Alors les maladies métaboliques, vous connaissez, le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires, l'obésité. Et pour dire le diabète, alors j'ai pris des petites notes, le diabète c'est assez flippant d'ailleurs. Le diabète, il a vachement évolué et on est en 2015, on était à 3,7 millions de personnes traitées en France. Ouais, en France. Et notamment les moins de 20 ans et les plus de 80 ans. Alors c'est vrai que généralement on dit le diabète, c'est plutôt une maladie qui arrive avec la vieillesse. Et en fait, il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de cette maladie, et notamment les enfants. Tous les ans, ça augmente de 3 à 4% chez les enfants, et notamment les enfants de moins de 5 ans. Donc là, on se dit, putain, il y a quand même un petit problème là. Donc au niveau de l'alimentation, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire sur le diabète? Ah oui, alors dans le monde, en 2019, on avait 463 millions de personnes atteintes. En 2021, on est à 537 millions. Finalement, en peu de temps, en 3 ans, on a quand même explosé les compteurs. Et en France, on estime qu'il y a environ 4,5 millions de personnes, dont 1 million qui seraient diabétiques, mais qui ne le sait pas. Qui n'a pas été diagnostiqué et qui en souffre finalement, mais qui n'a pas encore fait soit de coma diabétique ou de choses qui disent « Ah, monsieur, madame, en fait, vous faites du diabète ». Donc c'est quand même des maladies qui sont ultra contemporaines et qui sont en train de faire un boom, de se développer. Et en fait, ces maladies métaboliques, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se caramélise de l'intérieur. Ça fait super envie, de se dire que notre sang, il se caramélise petit à petit. Tellement on mange sucré. Le sucre, il est partout. Même si on ne veut pas manger sucré, vous prenez un plat transformé, c'est bourré de sucre. On va voir ça tout à l'heure. Le deuxième type de maladie, ça va être le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, en fait, c'est tout simplement qu'on vient rouiller à l'intérieur. Vous voyez, c'est charmant. On caramélise, on rouille, puis vous verrez que le troisième, il n'est pas mieux. Donc, ce stress oxydatif, c'est quoi? C'est du vieillissement prématuré, c'est de la dégénérescence maculaire, dégénérescence nerveuse, les accidents vasculaires, les cancers, voilà, tous ceux qu'on entend un petit peu autour de nous, ceux auxquels on est de plus en plus confrontés. Et le troisième versant, et vous voyez, on prend feu. C'est l'inflammation. C'est encore plus charmant. Et pourtant, c'est tellement vrai. Tout le monde est plus ou moins en état inflammatoire. Alors pas l'inflammation, j'ai de la fièvre, j'ai chaud, je brûle, vous voyez, mais plutôt l'inflammation, ce qu'on appelle de l'inflammation froide de bas grade. C'est-à-dire que c'est une inflammation sourde et qui vient tout enrayer. Et là, vous voyez, on va revenir sur des dérèglements immunitaires. Alors des maladies auto-immunes, mais aussi tout simplement des allergies. Qui ne fait pas d'allergie de nos jours? Des dérèglements hormonaux, syndrome prémenstruel, endométriose, des fibromes, les problèmes de thyroïdite, les troubles digestifs, cette alternance diarrhée, constipation, ballonnement, etc. Puis la dépression. La dépression, en fait, est une maladie notamment inflammatoire. C'est le cerveau qui s'inflamme et qui, du coup, met un petit peu le bazar dans les neuromédiateurs, entre autres. Voilà trois gros piliers de la maladie, ce qu'on peut rencontrer de nos jours, ce à quoi on a affaire en termes de prévention. Alors les points communs de ces trois types, ça va être la pollution, de la pollution à tous les étages finalement. Et j'aime beaucoup dire que finalement l'homme, il se pollue quand il mange, quand il boit, et ça fait assez actualité, en ce moment on en parle pas mal, quand il respire, c'est vrai qu'il ne viendrait pas d'aller faire une grande inspiration en plein centre-ville de Nantes, en plein sur les boulevards. Et puis quand il se soigne aussi, malheureusement. Je sens que ça vous laisse un petit peu...
Alors les points communs de ces maladies, c'est aussi une assiette beaucoup trop riche, beaucoup trop transformée, des émotions chamboulées. Alors là, depuis le Covid, on a vraiment notre lot, hein. On retrouve de plus en plus de personnes qui justement perdent le sommeil, qui ont des dépressions, et de plus en plus aussi chez les jeunes. C'est vraiment les jeunes qui sont vraiment touchés. Et moi, je vois autour de ma fille, elle me raconte, alors, elle a 17 ans, alors les copines qui vont chez le psy, qui prennent déjà des médicaments et tout ça, je trouve ça hallucinant. Donc il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Le stress, je pense que ça, on connaît tous, on est tous un petit peu là-dedans. Autre gros point commun, la sédentarité. Allez, on bouge, ça va être important. Et puis la perte du bon sens en matière de santé. Et qu'à regarder les infos, moi je trouve qu'on a, alors là depuis le Covid, mais même déjà avant, hein, on a perdu le sens même de ce qu'est la maladie, de ce qu'est la prévention. Et du coup, on arrive aussi à un système de santé qui arrive un petit peu j'ai mis au bout du rouleau, mais on sent qu'on arrive à saturation, quoi. Hein, le personnel hospitalier n'en peut plus, on tire sur la corde de tous les côtés. Là, c'est en train d'exploser. Donc là-dessus, comment aujourd'hui on peut se donner les petits tips pour reprendre le contrôle de sa pleine santé? Eh bien, dans l'autre sens. Alors d'abord, on va attaquer l'assiette. Parce que l'assiette, on peut tous agir dessus. Et finalement, par petit pas, eh bien, on peut améliorer les choses. Alors comment on va les améliorer? Alors, j'ai mis une petite citation, et celle-là je l'aime beaucoup, c'est que ton alimentation soit ta première médecine, ton premier médicament. Donc ça c'était Hippocrate. Hippocrate, ça date quand même il y a plus de 2400 ans. Et là on était quand même dans le bon sens, hein, le vrai bon sens. Et donc l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, d'une assiette hypotoxique et anti-inflammatoire. Alors l'intérêt de bien se nourrir, ça va être déjà de combler les carences. Souvent en consultation, j'aime à dire à la personne, écoutez, vous êtes un petit peu comme une maison. Vous avez un trou, vous avez une maladie, vous avez un problème. Le problème, c'est un petit peu comme la fenêtre du toit qui fuit tout le temps, régulièrement. Alors c'est bien, hein, la médecine allopathique, elle va mettre du silicone, elle va peut-être même changer la fenêtre et tout ça. Mais pourquoi cette fenêtre fuit tout le temps? Peut-être que tout simplement, le terrain sur lequel la maison elle est posée, il est en argile. Vous voyez bien les dégâts que ça fait, parce qu'on n'arrête pas d'en parler à la télé. L'argile, une fois qu'elle prend l'eau, après elle sèche, bref, ça fait des carences. Des fois, il y a même des trous sous les maisons. On découvre qu'il y a des cavités, etc. Donc un terrain qui est carencé, votre maison, elle ne pourra pas tenir longtemps. Finalement, au bout d'un moment, elle va se fissurer, et puis on aura beau colmater les fissures. Si on n'a pas réglé le problème du terrain, on ne réparera pas la maison. Et donc, une alimentation vivante, variée, colorée, va amener une quantité importante de micronutriments, même si je suis OK. De nos jours, l'alimentation, elle a perdu pas mal en micronutrition, mais c'est toujours plus intéressant de manger une vraie carotte que de manger une purée de carottes surgelée, retransformée, etc. Elle va amener donc des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et on a su que la population était vraiment en carence avec une étude qui avait été faite par l'INSERM, qui avait démarré en 1994, c'était l'étude Suvimax. Suvimax, c'était supplémentation Suvimax, supplémentation en vitamines, minéraux et antioxydants, tout simplement, sur des personnes de 35 à 60 ans, et avec quand même, ça a été testé sur une population de 13 000 personnes, où sur une partie, on n'a rien donné, et une autre, on a donné des faux compléments, et une autre partie, on a donné les vrais compléments, minéraux, vitamines, antioxydants. Et donc sur 8 ans, on a fait cette étude, et au bout de 8 ans, on a repris toutes les personnes, et on a vu le taux de mortalité, le taux de cancer, le taux de maladie qui s'était développé d'un groupe à l'autre. Et c'est là qu'on a vu que les personnes qui avaient été supplémentées, elles étaient quand même en bien meilleure santé. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes carences. Et par exemple, le magnésium, dites-vous que 7 Français sur 10 sont en carence. Alors on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près une dizaine. Et bien 7 personnes d'entre vous sont carencées en magnésium. C'est énorme. Là, vous êtes encore plus nombreux. Donc, dites-vous que, voilà, vraiment, déjà, avoir une bonne alimentation, ça va déjà combler un petit peu le terrain. Le deuxième point, ça va être de renforcer son immunité. Renforcer son immunité parce qu'on va amener de bonnes choses, on va donner de la bonne nourriture à notre microbiote. Notre microbiote, c'est les microbes qui sont dans notre système digestif, qui représentent environ 2 kg.
Et en fait, maintenant, on commence à reconnaître que ce microbiote est un organe à part entière. Et on sait tous maintenant qu'on a ce fameux cerveau entérique, hein, notre deuxième cerveau, comme on aime à l'appeler, qui serait peut-être même des fois un peu notre premier cerveau. Vous savez, quand vous avez ce côté appel du sucre qui est plus fort que vous avez, vous voyez des personnes dans votre entourage qui essaient de maigrir et qui n'y arrivent pas, et pourtant elles font tous les efforts possibles, en fait leur cerveau il est dirigé par ce cerveau entérique, par ce microbiote, qui indique, hein, qui lui dit de manger que des cochonneries finalement, parce que ce sont les mauvais, les méchants, les pas beaux là, qui ont pris le dessus sur notre microbiote. Et donc pour avoir un microbiote équilibré, il faut le nourrir avec de bonnes choses. Et si on le nourrit avec de bonnes choses, on n'aura que les gentils. C'est un petit peu... mais c'est ça en fait, hein. On a les gentils et les vilains pas beaux. Les vilains pas beaux, ils sont toujours là. Ils sont en toute petite quantité. Et les gentils, normalement, ils doivent être en plus grande quantité. Sauf qu'à coup d'antibiotiques, et pas seulement ce qu'on prend par médicaments, mais dans les viandes, dans le lait, etc., antibiotiques, mauvaise nutrition et tout ça, on finit par tuer les gentils, et puis c'est les vilains pas beaux qui prennent le dessus. Et puis là, ça se transforme un petit peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Et puis du coup, notre cerveau, finalement, il se laisse diriger par ce qu'on a dans le ventre. Donc si on nourrit bien notre ventre, c'est pas que nous que nous nourrissons, mais on nourrit notre microbiote, eh bien, on va avoir déjà un moral en bien meilleure forme et une immunité, parce que l'immunité, elle est directe en lien avec le système digestif. Vous passez la porte du système digestif, vous tombez sur le système immunitaire. Il y en a partout dans le système digestif. Et donc, si vous voulez une bonne immunité, il faudra vraiment nourrir correctement votre microbiote. Et c'est pas tout. On va donc optimiser son moral parce que, au niveau du système digestif, on va avoir aussi une grosse production de neuromédiateurs, notamment la sérotonine. Savoir que la sérotonine, c'est le neuromédiateur, ce qu'on appelle une neurohormone finalement, qui est vraiment là pour nous apaiser, pour nous rendre zen, pour nous amener nous préparer à la soirée, à être au calme et amener un très très bon sommeil, puisqu'elle se transforme ensuite en mélatonine, vous connaissez peut-être un peu plus. Et en fait, la sérotonine est produite à hauteur de 95% dans nos intestins. Et tout ça grâce à notre microbiote. D'accord ? Donc quand on ne va pas bien, quand notre humeur est au plus bas, pensons un petit peu comment on mange et comment je peux peut-être rétablir mon humeur grâce à mon assiette. Et puis diminuer les toxines aussi. En fait, notre corps, c'est une vraie machine à gaz. Chaque cellule est une petite usine, et bon, on sait bien que les usines, elles vont fabriquer des produits, mais elles vont aussi, en parallèle, avoir énormément de déchets. D'accord ? Et donc, chaque cellule de notre corps produit ses propres déchets. Donc, finalement, on produit nos propres toxines. Si en plus, on les apporte par le biais de notre assiette, notre alimentation qui n'est pas forcément top, eh bien, on va amener aussi des toxines dans notre corps. Sauf que ça va commencer à faire pas mal de toxines, et du coup, notre organisme, il va devoir se débrouiller pour pouvoir les faire sortir. Mais il a une capacité d'élimination assez limitée, même si on est en bonne santé. Et donc, du coup, voilà, diminuer les toxines de l'assiette, ça sera déjà lui rendre un grand service. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà éviter certains produits, et notamment éviter déjà les produits industriels transformés. Et puis si, de temps en temps, on en consomme parce qu'on n'a pas toujours le temps de se faire à manger correctement, et bien on va regarder la liste des ingrédients en fait. Il y a toujours la liste de la fameuse étiquette, les ingrédients, et bien quand il y en a déjà plus que 5, vous posez votre petite boîte. D'accord ? Quand il y en a moins que 5, vous pouvez vous dire que c'est peut-être pas trop mal. Quand on se retrouve avec 20 ingrédients dans un produit, c'est pas top. Il y a envie de se moche. On va aussi limiter les graisses saturées, les graisses transformées. Alors les graisses saturées, c'est un petit peu le côté McDo. Là, je pense que vous imaginez que c'est pas top, vous voyez bien la petite image. Alors là, c'est bourré de sucre, de graisse transformée. On va aussi éviter les graisses dites transformées, ça veut dire qu'elles ont été, des fois on peut même acheter une bouteille d'huile, une huile tournesol. C'était à la mode il n'y a pas longtemps, je me disais qu'il n'y en avait plus. Et donc l'huile de tournesol, quand on dit qu'on peut la faire en friture, c'est pas normal. En fait, une huile comme ça, elle ne peut pas frire, elle ne peut pas monter à ultra haute température. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir satisfaire tout le monde ? Eh bien, on l'a déjà menée elle-même à ultra haute température pour dézinguer toutes les molécules d'acide gras. Une fois qu'elles sont dézinguées, elles ne peuvent plus bouger, et donc du coup, l'huile, elle reste stable, et dans le temps, et à la lumière, et à la température. Donc, c'est bon, on a un produit qui peut se conserver longtemps dans un magasin, dans des bouteilles plastiques transparentes, en plastique, coloré, jaune, vert, bleu, etc. Et surtout, on peut faire chauffer. Tout le monde est content.
les industriels, les magasins, enfin les grandes surfaces, et puis les gens, parce qu'ils peuvent faire frire leurs saucisses dans leur petite huile de tournesol, elles sont très contents. Sauf que cette huile, elle est déjà transformée. Donc du coup, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas la reconnaître, donc il ne pourra pas l'éliminer correctement. Donc autant dire que là, c'est une grosse source de toxines et de poisons qu'on a produit dans le corps. Alors un petit peu de temps en temps, ça fait plaisir, moi j'adore les frites, ça fait plaisir, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à limiter et ne pas consommer vraiment au quotidien et régulièrement. Les conserves métalliques, pourquoi les conserves métalliques? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une petite idée? Pourquoi on évite les conserves? Oxydation, non? Oxydation, aluminium, surtout que quand vous ouvrez une conserve, il y a un revêtement blanc dedans. Ouais. Vous voyez? Ce revêtement, en fait, il est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc on préfère les bocaux. Si on est assez adepte des conserves, pourquoi pas? Ça dépanne, j'en ai aussi, je vous rassure. Mais on va essayer de prendre plutôt des bocaux. Ça sera bien plus intéressant. Et puis oui, ce contact sinon avec le métal et tout ça, c'est pas. On va aussi éviter les sucres et les produits raffinés. Ça fait envie, hein, ces petits chouchous. Je sais, j'adore ça aussi. Mais ceci dit, c'est quand même déjà raffiné. Donc, tout ça, c'est pas trop top. On verra par quoi on va remplacer. On va éviter aussi la surcharge alimentaire. Les grignotages intempestifs, les desserts. Oh, c'est compliqué ça, les desserts, parce qu'on a vraiment pris l'habitude de manger un dessert. Mais en fait, le dessert n'est pas obligatoire. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que je mange en dessert? Oh, mais c'est pas obligatoire le dessert. Ah ouais, mais bon. Ouais, je sais bien, c'est compliqué. Alors, le petit carré de chocolat noir, oui. Mais le dessert de temps en temps, oui, pour se faire plaisir, le week-end. Est-ce qu'on en a vraiment besoin tous les jours? En fait, c'est plus une habitude d'apporter du sucré en fin de repas. Les confiseries, les gâteaux, les petites viennoiseries, les bonbons. C'est bon, hein? D'ailleurs, on n'a pas un bonbon pour rien. Mais voilà, ça surcharge un petit peu l'organisme et c'est que des choses dont l'organisme, finalement, il n'a pas besoin. Et puis surtout le soir. Alors, c'est con, hein, parce que c'est souvent le soir qu'on se retrouve en famille et qu'on fait un petit peu le plat. Voilà. Et c'est là où, en fait, le corps, il en a moins besoin. Il a besoin surtout le matin. Il en a encore besoin le midi. Puis alors, le soir, finalement, se coucher. Il n'a plus gros besoin. Et encore moins de protéines. Et puis les viandes rouges. Alors, la viande rouge, c'est bien de temps en temps. Mais pas trop. Pourquoi c'est pas bien, enfin, pas trop de viande rouge? Qu'est-ce qu'elle a, cette viande rouge? Elle acidifie surtout, mais du coup elle oxyde par le biais de son acidification. C'est un aliment qui est très très acidifiant de l'organisme. Et le problème des viandes rouges, ça c'est souvent, alors, à moins de vraiment trouver, et là on en trouve encore de qualité dans certaines fermes, etc. Mais ce sont quand même des bêtes élevées aux antibiotiques, aux hormones de croissance parce qu'on veut de la bonne viande, on veut beaucoup de lait, etc. etc. Et ça, c'est tout le côté conventionnel qui a un peu dérivé, un petit peu trop dérivé. Et finalement, on se retrouve avec des viandes qui nous bombardent d'hormones. Alors, vous avez remarqué, c'est un petit peu mon truc, les hormones, parce que je suis un peu spécialisée dans les problématiques hormonales de la femme. Mais vraiment, les viandes rouges, c'est bien une fois, 2 fois maxi dans la semaine, mais pas tous les jours. On va plutôt favoriser à ce moment-là les viandes blanches. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ton assiette? Ouh, je vois des yeux qui se froncent un petit peu. Alors, on va essayer de mettre des aliments locaux, si possible, bio, de saison. Alors, je mets beaucoup de légumes. Alors, c'est vrai qu'on va essayer d'apporter un maximum de végétaux. Et si possible, tous les jours, et si possible, à chaque repas, ça serait vraiment top. Des légumes, notamment à tous les repas, parce que les légumes colorés apportent quand même pléthore de micronutriments, d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, tout ce dont notre corps a besoin. Et le mieux, c'est encore de faire aussi son propre manger, je dirais, de faire ses propres plats. Alors, je sais qu'on n'a pas tous le temps, c'est pas toujours facile, mais des fois, ça demande un petit peu d'organisation. Et des choses simples, finalement, ça reste quand même à la portée de tout le monde. Maintenant, on trouve des recettes assez faciles sur Instagram, sur YouTube et tout ça, plus trop compliqué. Et puis, c'est pas toujours l'idée de se faire des choses trop complexes. Voilà, un légume, une petite viande légère, même un œuf, un poisson, et puis finalement, vous avez votre ration de ce qu'il faut, vous voyez. Alors, pourquoi manger local? Notamment pour les végétaux et de saison.
Local et de saison. La qualité nutritionnelle de l'aliment. Pour une meilleure qualité nutritionnelle, déjà avec le producteur au consommateur, il y a un trajet. À une maturité meilleure. Ouais. S'il a un trajet plus court à faire. Tout à fait. Donc, une question de trajet déjà, mais aussi parce que ça va faire partie de votre terroir. Et ça, c'est important, parce que finalement, je dirais, vous êtes, on est, vous voyez, on est en Europe, on est dans le nord de la France, et là, les légumes, alors bien sûr, on va manger des légumes, il faut qu'ils viennent du sud, parce qu'on a envie de manger des fraises un petit peu plus vite que tout le monde, etc. Mais le végétal va vous amener les minéraux, les antioxydants et les vitamines que le corps a besoin au moment où à l'endroit où il est, au moment où il est. Vous voyez ? Par exemple, manger des légumes d'hiver, ce sont beaucoup de légumes racines qui vont apporter des nutriments assez, c'est beaucoup de féculents, des choses qui amènent de l'énergie, parce que l'hiver, on a besoin de cette énergie. On a besoin finalement de prendre peut-être quelques kilos pour affronter le froid, même si maintenant on est de plus en plus couvert. Mais voilà, ça aide. Amener des oranges, des clémentines, des agrumes en début d'hiver, pourquoi ? Parce que ça va être riche en vitamine C. Et la vitamine C, elle va nous booster notre système immunitaire. Vous voyez ? Si on est dans des pays chauds et qu'on veut garder une alimentation occidentale, avec les saisons occidentales, parce qu'on se dit ouais mais là je voudrais manger des oranges, alors qu'on est en plein soleil et que finalement il n'y a pas de grippe, de choses comme ça, le corps n'a pas besoin des mêmes apports. Donc manger local et de saison, c'est hyper adapté à ce que notre corps a besoin à cet instant T et à l'endroit où vous êtes aussi. On va favoriser une alimentation vivante, donc des végétaux plutôt vivants, crus. Alors c'est bien, là c'est l'été bientôt, donc on va commencer à manger plus de salade, attention. Par contre, le cru n'est pas adapté à tout le monde. Des fois, on a des petits soucis digestifs qui font que le cru, ça va être un petit peu compliqué. Ah, je sais que c'est meilleur pour ma santé, mais le cru n'est pas adapté pour tout le monde. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit, ouais. Donc effectivement, dans ces cas-là, on va favoriser plutôt une cuisson un petit peu vapeur. Parce que la vapeur n'est pas une cuisson trop forte, et du coup, ça va quand même préserver des vitamines, notamment, qui sont très très fragiles à la chaleur. On va favoriser les fruits. Alors, quand je mets les fruits entiers, c'est que, dixit, les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est que du sucre. Le fruit entier, il apporte du sucre et des fibres. Et donc, il est plus intéressant. Vous savez, ce côté, on se caramélise. Avec des jus de fruits, c'est bon, hein, on se caramélise. Hein. Alors qu'avec un fruit entier, on va beaucoup moins se caraméliser, parce que notre glycémie va beaucoup moins réagir. On va manger, par exemple, du pain au levain. Du pain même semi-complet, complet au levain. Là, ça reste des nutriments qui sont vraiment intéressants pour le corps, plutôt que notre baguette rustique faite avec de la levure en sachet comme ça, de notre petit de Auchan, hein, je dirais, ou de notre boulanger classique, basique. Des légumes lacto-fermentés. Vous connaissez les légumes lacto-fermentés? Je vais vous en dire un, vous allez connaître. La choucroute. La choucroute. Ah, moi, j'aime pas trop la choucroute. Mais les légumes lacto-fermentés, j'aime bien. On peut lacto-fermenter des betteraves, des carottes, de tout, du petit pois, des oignons, de l'ail. La lacto-fermentation à l'ail, c'est super bon, mais alors. Vous avez par exemple le kéfir. Vous connaissez le kéfir? Oui. Boisson un petit peu pétillante qui ressemble un petit peu à du soda. C'est une super boisson apéro, finalement, même pour les enfants et tout ça. Et ça ne fait que du bien au corps. Le kombucha dans la même veine, c'est juste une autre fermentation. Les olives aussi, c'est un légume, enfin c'est pas un légume, c'est un fruit lacto-fermenté. Quand vous mangez des olives, des vraies olives, elles sont lacto-fermentées. Finalement, la lacto-fermentation, elle n'est jamais vraiment très loin. C'était un super mode de conservation autrefois. Et c'est bien d'y revenir parce que déjà ça conserve et ça va permettre vraiment d'apporter des lactobacilles, des bons ferments pour notre système digestif. Et les graines germées, vous connaissez? Des petites graines à faire germer. C'est super facile. Et ça, c'est des bons micronutritionnels. C'est-à-dire que dans la graine, elle a tout le pouvoir endormi. Et donc, quand on commence à faire germer les graines, ce pouvoir n'est plus dans la belle loi d'hormone qui se réveille. Et là, on a vraiment une explosion de micronutriments, vitamines, etc. Et donc, elles sont vraiment très très riches, très intéressantes et c'est très facile à faire pousser soi-même. Des protéines, ça certes,
c'est important d'en apporter. On est un petit peu dans une mode un peu végé, voire vegan, etc. Et c'est vrai que je trouve que j'ai beaucoup de mes consultants, de mes clients qui sont vraiment finalement en manque de protéines. Les protéines sont ultra importantes à apporter, et des bonnes protéines, des protéines de qualité, par le biais de légumineuses. On les oublie celles-là un petit peu, les légumes secs. Vous savez, c'est haricots blancs, haricots rouges, flageolets, mais aussi les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, le soja. Le soja, c'est une légumineuse, je vois qu'il y en a qui font la grimace déjà. On n'est pas cassé. Surtout pois cassés. Moi, j'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps, et en fait, j'avais de très bons souvenirs quand j'étais jeune, et là, j'ai trouvé ça. Quand j'ai du mal à la faire, je trouvais ça dégueulasse. Mais voilà, il y a d'autres façons de faire, puis il y a surtout qu'il faut regarder un petit peu des recettes. En pensant. Ah. Mais pourtant, c'est vraiment des aliments qui sont très riches en protéines, très faibles en index glycémique, vraiment très intéressants d'un point de vue micronutritionnel. Les céréales, alors ok, les céréales, alors je ne parle pas des Kellogg's le matin. Quand je parle de céréales, c'est vraiment les petites graines, le riz, le quinoa, le blé, les pâtes même. Mais déjà, si on essaie de les prendre un petit peu plus complètes, semi-complètes, c'est intéressant. Alors pourquoi ça va être intéressant de les prendre semi-complètes et complètes? Qu'est-ce qu'il y a qui fait, quelle est la différence entre une céréale raffinée et une céréale complète? Une petite idée? Pas du tout. La transformation. Bon, déjà, c'est vrai que quand on est raffiné, du coup, ça a été transformé. On est passé déjà dans le biais des machines. C'est qu'en fait, vous avez votre graine et vous avez l'enveloppe de la graine. Et en fait, c'est dans l'enveloppe qu'on va trouver les fibres. En fait, c'est un peu ça qui est intéressant dans les céréales. C'est dans l'enveloppe qu'on va aussi trouver les minéraux. Très intéressant, les vitamines du groupe B, super intéressantes. Vous allez voir que je dis souvent intéressant, mais parce que je suis tellement passionnée par ce que je dis, je trouve que c'est tellement intéressant. Et surtout, on va trouver aussi les enzymes. Alors les enzymes, c'est des petites choses, souvent on dit oui, les enzymes, j'en ai entendu parler. En fait, les enzymes, elles permettent de digérer. Et en fait, les enzymes spécifiques sont de la graine, pour digérer l'intérieur de la graine, sont dans son enveloppe. La nature est quand même super bien faite. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fout le bazar, on enlève la protection pour que ça fasse quelque chose de bien blanc, pour que ce soit joli dans nos gâteaux. C'est dommage. Donc non, ok, nos gâteaux seront un petit peu gris, notre pain sera un petit peu marron, et c'est pas grave, et c'est ça, c'est du vrai, et du coup, voilà, ça va apporter de bonnes choses et de bonnes protéines. Les oléagineux, vous en mangez? Les noix, les noisettes, des amandes, ça c'est des super snacks, c'est des super collations. C'est pas sucré. Alors, sauf si vous les prenez enrobés de chocolat ou de sucre, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est très bon, mais c'est pas ça que je veux parler. C'est plutôt voilà, du brut. Une fois on m'a posé la question, ah et du coup en apéro, celles qui sont salées, dans des nuts, les bruts, nature. Et là, par contre, c'est bien, vous pouvez les accompagner avec un fruit, vous pouvez les mettre au petit déjeuner, pour en mettre partout. Et souvent les gens me disent, ah mais je mange que 5 amandes par jour parce que j'ai peur de grossir. Vous grossissez avec... Ah, vous voyez, ça y est, je commence à plus à parler. Vous ne grossirez pas avec des amandes. Voilà. Par contre, vous allez les grossir avec le jus de fruits. Et ça, c'est pas la même chose. Alors, les protéines animales, il ne faut surtout pas les oublier, hein, si on n'est pas vegan. Le poisson, vous verrez qu'après, je vais parler surtout des petits poissons gras. Les œufs, très intéressant, les œufs. Il y a du cholestérol dedans. Mais le cholestérol, c'est la vie, en fait. C'est le cholestérol qui fabrique nos hormones. Pourquoi s'en priver? Et oui, c'est pas le cholestérol qui va faire monter votre cholestérol, en fait. On se trompe un petit peu de problématique. Les volailles de qualité. Alors les volailles, attention, hein, il y a des volailles et des volailles. Il y a des volailles élevées en batterie, les pauvres qui sont toutes déplumées et tout ça. Celle-là, on voit pas. Et puis il y a les vraies volailles que vous allez trouver chez les amis de loin, qui courent dehors, qui mangent tous les petits vers et qui du coup est super costaud. L'apport de bonne graisse. Alors ça c'est ultra important. Je disais, en fait, manger des œufs, c'est bon parce qu'il y a du cholestérol dedans, et là on regarde, attention le cholestérol. En fait, la problématique du cholestérol, c'est que dans le corps, le cholestérol, des fois, s'oxyde. À cause de quoi? À cause du sucre ou de mauvaises graisses qu'on va consommer. Mais le cholestérol, c'est la base, moi je dis toujours, le gras, c'est la vie. Le bon gras, c'est la vie. Parce que c'est lui qui est à la base de nos propres hormones. De nos hormones de stress, de nos hormones sexuelles, et plein d'autres hormones, et de certains neuromédiateurs aussi. Donc il faut l'apporter, ce gras. Mais sous quelle forme? Sous la forme de bonnes huiles, ce qu'on appelle, moi je mets PPF, c'est ma petite abréviation, première pression à froid, c'est-à-dire que ce sont des huiles qui n'ont pas été montées à ultra haute température. Elles sont riches en oméga 3, donc vous avez par exemple la colza, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile
de champ, ou alors des super mélanges que maintenant ils font dans les magasins bio. On a des marques top comme Vigéane, Émile Noël, Quintessence, où ils font des mélanges d'huile vraiment intéressants. Parce que ce qu'il faut, c'est surtout qu'elle soit faible en oméga 6. Et le problème, c'est que dans notre alimentation globale, conventionnelle qu'on a, on est beaucoup trop riche en oméga 6. Et tous les omégas ne se valent pas, ils ne sont pas tous idéaux, et les oméga 6 sont très inflammatoires. Vous savez, rappelez-vous, on brûle de l'intérieur. Et un trop d'oméga 6, ça met le feu un petit peu. Et en fait, on est à un ratio à peu près de 1 oméga 3 pour 35 oméga 6 dans notre alimentation basique, alors qu'il faudrait être 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc on a sacrément besoin de remonter les oméga 3 et d'essayer de limiter un petit peu les oméga 6. Oméga 6, c'est pas l'huile de tournesol. Les cacahuètes. Moi j'adore les cacahuètes. Les petits poissons gras. Alors petits poissons gras type sardines, maquereaux, harengs, anchois, pour ceux qui aiment le salé. Oui, voilà. Pourquoi les petits poissons gras et pas les gros poissons gras? Souvent on dit ah j'adore le saumon. Ils sont pas élevés? Ouais, comment ils sont élevés, ils sont en LLC. Élevés, ils sont farine d'animal, pas terrible. Mais par contre, même ceux qui sont pêchés en haute mer, pourquoi en haute mer? Qu'est-ce que c'est la pollution en haute mer? Le plastique. Ouais, et mercure. Et en fait, plus le poisson est gros, plus il vit longtemps, et plus il mange, et plus il a l'occasion de se polluer. Et c'est ça. Alors, je dis, bah, c'est bien, vous avez les oméga 3, mais vous avez le mercure, c'est pas terrible. Donc, du coup, une fois de temps en temps, le saumon, tout le monde aime, ah oui, on peut se faire plaisir aussi, hein. Mais les petits poissons gras, c'est quand même mieux, parce que les petits poissons gras, on peut en manger 2-3 fois par semaine. Et là, pour le coup, il vaut mieux manger des petites sardines, des petits maquereaux, harengs, c'est bien, ça commence à être l'été, on va pouvoir faire des petites salades de pommes de terre, harengs, des choses comme ça. Et là, ça va être plus intéressant. Parce que là, ils apportent des oméga 3, mais vraiment sous leur forme EPA-DHA, qui viennent directement, qui peuvent être directement utilisés, notamment par notre système nerveux, calmer l'inflammation dans notre corps, gérer notre système digestif, vraiment, ils sont bons à tout faire. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé des oléagineux pour leurs protéines, mais toutes ces petites noix, noisettes, amandes et tout ça, c'est qu'elles vont apporter aussi de bonnes graisses, et elles sont vraiment intéressantes pour ça aussi. Et donc on peut les consommer sous forme de graines, en petit snack, en collation, sous forme de purée, une petite purée de noisettes le matin sur une bonne tartine de pain au levain, c'est top. Hein. Et puis des laits aussi. Profitons des laits végétaux, c'est encore mieux quand on fait ça. Parce que du coup on va mettre de sucre. Favoriser une eau de qualité, boire. Boire c'est aussi la vie. Boire c'est important. Comme disait Jeanne Rousseau, l'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. Alors souvent on boit, on se dit je vais boire une eau bien minérale, comme ça va me requinquer, parce qu'à la télé ils le disent, hein, ça vous apporte du calcium et du magnésium. Sauf que les minéraux dans les bouteilles d'eau, ils sont dézingués, ils sont morts. Donc en fait, si vous encrassez encore plus, vos reins, ils disent encore tous ces minéraux, il faut que je les enlève, il faut que je les élimine. Du travail en perspective. Si vous buvez, pensez que votre eau, elle doit être le moins minéralisée possible parce qu'elle est là juste pour drainer, pour nettoyer. Il faudrait boire environ 8 verres d'eau par jour. Et quand je dis boire 8 verres d'eau, c'est pas du thé, du café, des jus et tout ça. Hein, mais je bois du jus, je bois. C'est de l'eau, vraiment de l'eau. À la limite, les infusions légères. À la limite, une eau un petit peu citronnée. Mais vraiment de l'eau. Voilà. Si vous buvez du thé, café, sachez que déjà que ça déshydrate l'organisme. Et du coup, c'est pas top. Si on boit un thé, un café, derrière, il faudrait boire un verre d'eau. Pour rebalancer un petit peu, contrebalancer. Alors après, les gens disent ah, mais je toilette tout le temps. Et oui. Mais c'est un petit peu le but aussi. C'est faut faire pipi parce que c'est notre porte d'élimination. Donc je vous ai mis une eau peu minéralisée, dynamisée. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant de boire, vous secouez. Vous secouez votre bouteille, et puis après vous buvez. Et de boire par petites gorgées. C'est-à-dire, je vais boire, parce que je parle pas mal. On boit par petites gorgées nos 8 verres d'eau dans la journée, ce qui nécessite d'avoir toujours quelque chose à trimballer en fait. Parce que sinon, c'est pas facile, je pense. Ben ouais, on n'y pense pas. Et le fait d'avoir devant vous, alors souvent je dis, on est souvent un petit peu flemmard, et ce qui est difficile, c'est de se lever, d'aller servir un verre d'eau. On se dit, je le ferai après, je finis ce que je suis en train de faire, tout ça. Si vous avez devant votre bureau, sur votre bureau, devant vous, un verre comme ça, et bien c'est beaucoup plus facile, parce qu'il faut savoir qu'on est tous un peu flemmards, mais là, du coup, vous n'avez qu'à faire ça, parce qu'il y a déjà de l'eau dedans, pas trop facile. Donc en fait, quand votre verre est vide, il faut tout de suite le remplir. Ça, là, ça demande un effort.
Mais du coup, si votre verre est tout le temps plein devant vous, dès que votre regard se pose dessus, vous réfléchissez pas, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai envie de boire, parce que sinon vous n'aurez pas envie de boire. Quand vous avez envie de boire, c'est que vous êtes déjà déshydraté de 20%. Dommage. Donc en fait, il faut boire, voilà, régulièrement des petites gorgées d'eau. Et pourquoi dynamiser? Et dynamiser, ça va donner de l'eau beaucoup plus, qui va rentrer beaucoup plus facilement dans les cellules. Et par exemple, une autre façon de la dynamiser, mais c'est beaucoup moins glamour, je suis désolée, ça va être de la mettre en bouche. De la faire travailler, de lui donner du mouvement. On verra hein, tout à l'heure, le mouvement c'est ultra important. Ça commence là déjà le mouvement. Et puis la salive, c'est un très bon dynamiseur. Sauf que souvent on boit, comme ça, on ne pense pas à venir travailler dans sa bouche. Et pas pendant les repas. Souvent les gens disent ah si mais je bois au moins 3-4 verres d'eau pendant que je mange. Et bien là non en fait. Si vous mangez pendant que vous buvez, si vous buvez pendant que vous mangez, vous allez diluer les sucs gastriques. Et là, après, vous allez vous retrouver avec des ballonnements, etc. C'est sûr. Déjà, arrêtez de boire pendant que vous mangez, vous allez voir la différence. Vous allez beaucoup mieux digérer. Et là, je vais me tromper de sens. Ah non, je ne me suis pas trompée de sens. Et donc, surtout, on mastique. Réfléchissez, quand vous mangez, notamment le midi, peut-être même le soir, combien de temps vous prenez pour manger? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes? Chouette, ça c'est bien. Plus de 15 minutes? Waouh, bravo! Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas manger vite. Eh, c'est super, génial. Sauf que je finis toujours ma dernière. C'est ça. C'est pas j'ai les gens qui me disent ah mais moi je suis la dernière à table. Du coup tout le monde me presse. Moi je suis la dernière à table. Tout le monde s'est levé, tout le monde a pris son assiette, tout le monde a déjà mangé, puis je reste comme une flouque là à table en train de finir de manger. C'est pas grave. Du coup je prends encore plus mon temps parce que je fais ça du coup. Il n'y a plus personne qui m'embête. Et là mon mec il me dit qu'est-ce que tu manges maintenant? En fait je mangeais vachement vite avant. Avant j'étais sage-femme, j'avais 5 minutes le midi et je pouvais manger. Gobé. Terrible pour le système digestif. Et c'est là que j'ai appris que ah mais en fait on a des blancs. Oh, on a une langue et on a de la salive. Et en fait, c'est vraiment là une grosse étape de prédigestion. Et si on zappe cette étape-là, bah après, c'est comme la usine. Hein. Si vous vous retrouvez avec le boulot du premier qui n'est pas fait, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas le temps de rattraper les choses. Mais à la fin, le produit final, ce sera de la merde. Je suis désolée. Mais c'est vrai. Et du coup, bah, quand on fait caca, si on fait un beau caca, eh ben, il faut avoir respecté toutes les étapes de digestion. La première, c'est la bouche. La deuxième, c'est l'estomac. La troisième, c'est le système digestif. Et souvent, c'est lui qui se plaint. C'est lui qui fait un petit peu des soucis. Sauf que, si on réfléchit, c'est pas lui qu'il faut traiter. C'est déjà voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac. Puis le pauvre estomac, qu'est-ce qui se récupère de la bouche. Donc, on mastique. Et on mange en conscience. Oh, là, c'est un peu plus compliqué encore. Souvent, on est dans je regarde en même temps une petite série, ou je regarde les infos. Oh, terrible. Ou alors, on parle en même temps avec les collègues, donc du coup, je me rends même pas compte de que j'ai mangé. Ah, j'ai fini mon assiette, c'est bien. Là, on n'est pas du tout en conscience. Sauf que pour vraiment enchaîner un bon travail de digestion, il faut informer le cerveau. Et pour informer le cerveau, il faut déjà sentir ce qu'on a dans l'assiette. Regarder, c'est joli. Je prends, c'est bon. Et puis on vient, et puis on regarde la température, et puis on vient travailler la texture, le goût. Ça vous rappelle quelque chose, les sophrologues? Oui. Le chocolat. De venir vraiment travailler et informer le cerveau, prendre ce temps d'information du cerveau pour que derrière, lui, il puisse enchaîner et libérer les bonnes hormones, les bons sucs digestifs, etc., etc. Alors, petite astuce, pour mastiquer, pour les gens qui sont vraiment un peu trop speed, essayez déjà de poser votre fourchette entre chaque bouchée. Sinon, c'est comme le bébé. Hop, dès qu'on amène la fourchette, c'est un geste qu'on fait automatique, et bien le bébé, vous l'amenez la fourchette, il fait. Et puis avant de faire, il avale. Et en fait, c'est automatique. Voilà. Et ça se fait très très vite, surtout quand on parle, quand on regarde la télé, quand on est sur son téléphone et qu'on fait autre chose. Et puis si poser sa fourchette, ça ne fonctionne pas, utilisez des baguettes chinoises. À condition, bien sûr, de ne pas savoir s'en servir. Parce que si vous savez vous en servir, vous allez manger très vite. Il y en a qui savent s'en servir. Oui. Donc non, c'est pas le bon cas. Moi, je fais un peu comme ça. Ah ouais. Bon, moi je veux douer. Donc du coup, moi ça me va bien, la baguette chinoise, parce que j'en mets, ça retombe, etc. Donc du coup, j'ai le temps de mâcher. Et bien pour plus de conscience, un super truc, c'est d'essayer de faire un petit exercice respiratoire avant de se mettre à table. De prendre 5 minutes pour
inspirez, expirez, encore mieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. De faire ce petit exercice-là avant de manger, bah, ça pose, ça ancre, et puis là, bah, vous serez beaucoup plus en conscience pour votre repas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie qui était longue? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est un petit peu mon dada, mais après, voilà, on va enchaîner. Non? C'est clair? Parfait. Et puis vous, derrière votre écran, vous ne savez pas, mais vous aviez clair. Alors, la santé psychique. Eh bien, c'est tout ce qui... Il faut savoir que tout déséquilibre émotionnel vient créer un niveau d'acidité sur les organes auxquels il fait référence. Vous avez sans doute souvent entendu parler que le foie est en lien avec la colère, le pancréas, la rate est en lien avec la rumination. Ça vous parle? Les poumons en lien avec la tristesse, le cœur avec la joie excessive, les reins avec la peur. Et en fait, quand vous avez une émotion qui n'est pas réglée, voire même des fois les troubles sont inconscients, ça vient générer de l'acidité dans cet organe, qui finit, à force d'acidité, il finit par se blesser et dysfonctionner, et du coup créer des lésions, et c'est là qu'on dit « Ah, voilà, j'ai un problème ». Donc on va voir un peu l'intérêt d'avoir un esprit sain, surtout comment y travailler, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc il faut absolument apprendre à exprimer ce qu'on a là. Donc les effets négatifs, donc l'impact du stress, lui, il va avoir un impact sur tout le système métabolique, sur le système digestif, sur le système hormonal. Et puis j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, l'hormone du stress, qui est le cortisol, c'est une hormone qui est normale, qui est sympa d'avoir, quand on n'a plus de cortisol, c'est le burn-out, mais il faut qu'elle soit un peu présente le matin, puis qu'en journée, elle diminue, parce que sinon, on ne dort pas le soir. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit au taquet tout le temps non plus. Il faut que cette hormone, elle fluctue. Si elle ne fluctue plus et qu'elle est au taquet tout le temps, le corps, lui, il est à saturation, et du coup, c'est là que ça vient foutre le bazar dans tous nos systèmes. Et puis les émotions, eh ben, elles ont un impact sur les maladies. Maintenant, c'est plus à prouver. Qu'est-ce que le mal a à dire dans la maladie? C'est un petit peu de la symbolique, c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu de décodage. C'est hyper passionnant, c'est vraiment intéressant. Alors, il ne faut pas rentrer dans des cases toutes faites non plus, mais des fois, ça vaut le coup de se poser la question, quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand la maladie a démarré, ou les mois qui ont précédé? Et souvent, on trouve des petites conséquences, des liens, et puis du coup, le fait de faire monter à la conscience de la personne, elle est déjà sur sa voie de guérison. Alors le stress, souvent on se pense au stress psychologique, le travail, le conflit avec le mari, les enfants c'est compliqué, tout ça, ça me stresse, le surmenage, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait comme stress. Le stress est bien sûr psychologique. Alors avec le Covid, le confinement, le télétravail, le fait de rester enfermé dans un appartement et tout ça, oui, ça c'était un très très gros stress pour pas mal de gens. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui se sont senties dans une espèce de bulle de sécurité hyper bien. J'ai vraiment j'ai un peu les deux extrêmes en consultation. Mais il faut penser aussi au stress physique. Quand on a une fracture, quand on a une maladie, c'est un énorme stress pour le corps. Quand on mange mal, quand on mange très transformé, quand on mange tout le temps, quand on surmange, je dirais, c'est un stress aussi pour le corps. Ce stress peut donc être d'origine alimentaire. On peut aussi avoir un stress chimique, quand on est confronté tout le temps à la pollution, ou quand on a des fois des métiers vraiment ultra confrontés à la pollution. Regardez ces gens qui étaient confrontés à l'amiante, les coiffeuses qui se retrouvent avec les produits chimiques tout le temps, qui finissent par créer des eczémas, ne peuvent plus, elles sont à saturation, font de l'allergie. La respiration aussi, des fois on est là, on voit le stress des paysans qui carburent avec leurs pesticides, leurs engrais, tout ça. Il faut voir tout ce qu'il faut, comment ils doivent se couvrir, sinon c'est un énorme stress pour le corps. On a aussi le stress biologique, on n'y pense pas toujours, mais oui, là on y a pensé un peu plus avec notamment la Covid, mais la grippe, les bactéries, les parasites, des fois on a des parasites qui stressent notre corps, notamment un dont on parle pas mal souvent, c'est la candidose, qui a des effets sur l'ensemble du corps et notamment neuropsychique, et qui a un énorme stress pour l'organisme. Et puis l'environnement aussi peut être un gros stress. Quand vous habitez, quand vous travaillez dans un endroit très bruyant, par exemple, le bruit tout le temps, les anneaux qui passent tout le temps au-dessus de la maison,
Mais au moins, les gens, c'est compliqué. Et moi, dans le côté environnemental, j'habitais dans la Drôme. Et dans la Drôme, il y a énormément de vent. Alors, c'est anecdotique et ça paraît drôle. Mais en fait, je disais à mes patients, je disais, le vent me fera partir. Et à un moment donné, j'ai dit, ouais, il faut que je parte. En fait, ça me rendait pas taré, mais je finissais par déprimer, chose que je n'avais jamais eue. Parce qu'en fait, je pense que ça stressait énormément mon corps et ma tête. Et c'était très violent pour moi. Quand je parle de vent, c'était le Mistral, et je peux vous dire, quand ça souffle, ne serait-ce que d'ouvrir votre porte, vous êtes comme ça pour pouvoir rentrer dans votre voiture. C'est affreux. Donc, quels outils utiliser pour gérer un petit peu ce psychisme, ce stress, ces émotions? Alors là, vous avez une petite série d'outils, on ne va pas tout voir aujourd'hui, bien sûr, mais disons que ça peut vous permettre de creuser un petit peu si ça vous intéresse. Alors, le sens biologique de la maladie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La sophrologie, je pense que vous connaissez un petit peu la sophrologie. Oui, vaguement. Vaguement, ouais. L'EFT, vous connaissez? Ouais, technique de tapotement sur les points méridiens. Les méditations, méditation spontanée, méditation guidée, mais aussi marcher dans une méditation. Il y a plein de formes de méditation possibles. Les mantras. Quoi les mantras? Des petites phrases qu'on se répète, ça va bien avec des petites phrases positives, des choses comme ça. Je vous en ai mis à chaque. La libération énergétique. Alors, l'EFT fait partie des libérations énergétiques, mais après on a tout un tas d'autres techniques, des petits bonhommes allumettes, des petites choses comme ça, vous connaissez? Technique des petits bonhommes allumettes? Non? Eh bien, vous irez voir sur mon blog. L'art-thérapie, très en vogue et très efficace. Le chant, etc. Il y a aussi travailler avec les animaux, notamment les gros animaux à sang chaud, avec le cheval, des choses comme ça. Hein. On voit de plus en plus de thérapie par ce biais-là. Alors, ce qui va être surtout important et urgent, je dirais, on est vraiment même dans l'urgence, de revenir dans l'instant présent, là, maintenant, tout de suite, et de faire des pauses. L'instant présent, d'écouter cette jolie petite musique, et surtout de faire des pauses. Et je vous ai noté faire des micro-pauses, apprendre à faire des micro-pauses dans la journée pour éviter d'avoir à faire à une méga-pause forcée. Et quand je parle de méga-pause forcée, c'est le burn-out. Enfin, le matin, on se lever, la veille sonne, on ne peut plus se lever. Il n'y a plus de jus. Et puis de cortisone, on ne peut plus. Et c'est vraiment ça le burn-out. Hein. Et souvent, on est dans un burn-in avant. Sauf que là, on est dans une espèce de surmenage mental, mais le corps, il suit quand même. Il peut encore se lever le matin. Il arrive encore à marcher, il arrive encore à se lever. C'est compliqué, mais on y arrive encore. Et là, c'est presque trop tard, mais on peut encore agir. Et faire ces micro-pauses dans la journée, ça va permettre à chaque fois de faire redescendre la pression. D'accord? Et ces micro-pauses, c'est quoi? C'est bouger, respirer, prendre un instant pour soi, ne serait-ce que de boire en conscience. Alors en sophrologie, la sophrologie est bien sûr tout indiqué pour ce genre de choses, et notamment les exercices du premier degré, qui vont permettre par le biais du mouvement de revenir à l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, là, maintenant? Notamment par le biais de tension et de relâchement. Comment je sens mon corps? Comment il est mon bras? Comment elle est ma main? Et là, vous ne pensez pas à ce que vous devez faire comme repas le soir. Vous ne pensez pas à le petit, c'est compliqué à l'école. Oh mon Dieu, la machine, je ne l'ai pas étendue. Oh, je n'ai pas ramassé mon linge. Je peux vous le dire parce que là, je ne suis pas sûre que chez moi, ils y pensent et j'ai tout laissé dehors. Vous voyez, on s'en fout. On est dans l'instant présent. Et qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher tout ce surmenage mental. D'accord? Et faire des petits exercices comme ça, juste de... On peut le faire beaucoup plus discrètement que ça. Hein. Maintenant, en entretien, et tout à fait faire se passer ça comme si de rien n'était. Et puis quand vous prenez les transports en commun, des choses comme ça. Vous avez du temps à perdre dans les transports, dans les embouteillages. Plutôt que de s'énerver parce qu'il n'avance pas, il n'a pas vu, c'est vert. Il n'a pas encore eu le temps d'appuyer sur l'accélérateur. Respirez, prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Là, maintenant, comment je me sens? Quelle est ma météo intérieure? Et puis la sophrologie est intéressante aussi parce qu'on va travailler des exercices de visualisation positive, on va se projeter sur du positif, on va des fois se projeter sur « Oh là, j'y arrive pas ». Non, mais je vais me visualiser en train d'y arriver et puis en fait, ça va bien le faire. S'ancrer aussi grâce aux 5 sens. Alors, ce rapport aux 5 sens, il se voit aussi en sophrologie, notamment avec le 2e degré. Mais là, je vous ai mis une petite méthode, très simple, ça peut être fait très rapidement, où vous allez choisir
à un instant T 5 choses à regarder. On s'en fout que ce soit joli ou moche. 5 choses à regarder. Une chaise, une table, la télé, et voir comment elle est. Ah, elle est carrée. Ah, cette table, tiens, je n'avais pas fait attention. Elle a 4 pieds. Ah, c'est dingue, une table qui a 4 pieds. Vous voyez? Et de focaliser son esprit sur ces 5 choses, une à la fois, que vous allez regarder. Puis vous allez toucher 4 choses. Alors, si vous n'avez rien à toucher, ça peut être votre vêtement, votre main, vos cheveux, votre barrette. Comment elle est? Ah, c'est dur, c'est chaud, c'est froid. Comment je perçois les choses dans le toucher? Puis 3 choses à écouter, à entendre. Le silence, déjà. Tout à l'heure, on avait de la chance, le monsieur d'en face, il criait, on aurait eu quelque chose à entendre, il faisait de la musique. Des fois, c'est une voiture qui passe. Mais ne serait-ce que ça, là, vous revenez dans l'instant présent. 2 choses à sentir. Ah, il n'y a pas toujours des choses à sentir. Ça peut être intéressant d'avoir, alors je n'ai pas amené, mais d'avoir une petite huile essentielle. Alors, un petit peu d'olfaction. Je me ressens. Et pour ça, l'huile essentielle de petits grains d'irradier, elle est très intéressante. Parce qu'elle recentre directement et elle permet vraiment de s'ancrer. 2 choses à sentir, ça peut être aussi une personne qui est passée avec une odeur de parfum, ou une plante, ou juste... Et une chose à goûter. Alors, oui, cet exercice des 5 sens, il peut être fait quand vous vous retrouvez dans votre assiette. 5 choses à regarder, 5 choses à toucher. Ah, c'est chaud, c'est froid. Ah, c'est comme les enfants. Ah. Vous savez, maintenant, on vient de plus en plus à alors, c'est quoi? C'est la DME, qui est la découverte de l'alimentation par un truc. Et du coup, en gros, c'est vous mettez divers aliments en gros morceaux, suffisamment gros d'ailleurs pour que l'enfant puisse pas s'étouffer. Hein. Et puis, l'enfant, il va prendre, il va regarder, il va toucher, il va goûter, il va sentir, et là, il est en plein dedans, il est complètement ancré. Et c'est un super cadeau qu'on peut faire aux enfants d'ailleurs, parce que plus tard, je suis persuadée qu'ils mangeront d'autant mieux. Et c'est déjà faire de la sophrologie finalement avec les tout petits, c'est génial. Enfin, c'est génial. Il faut beaucoup de patience. Et puis, il ne faut pas être trop maniaque, parce que là, je peux vous dire que les gamins, ils en viennent un peu partout. S'ancrer aussi grâce à la respiration, faire des exercices de respiration. Tout à l'heure, on parlait de cohérence cardiaque, inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. L'idéal est de le faire 3 fois par jour pour pouvoir vraiment agir sur le terrain, c'est-à-dire sur nos petites glandes surrénales pour qu'elles modulent un petit peu leur production de cortisol. Le soupir physiologique, on va y revenir parce que je vais vous le faire faire. On va en parler. Et puis la respiration diaphragmatique. La respiration diaphragmatique, on en parlera aussi dans le mouvement. Elle est hyper importante. C'est une des premières respirations qu'on voit en sophrologie. Et il y a très peu de gens qui finalement arrivent à le faire correctement. C'est des exercices que vous faites de temps en temps. Comment faites-vous votre respiration diaphragmatique? Quel est le premier temps? Par quoi vous commencez? Bien, donc à lire, on vide. D'abord on vide. D'abord on expire l'air. En fait, le temps d'action, il est sur l'expiration. Quand on inspire, c'est juste comme une éponge qu'on presse, on est actif sur l'expire, et puis l'éponge, après on la lâche. Et donc elle revient à sa forme initiale. Et en revenant à sa forme initiale, elle s'est remplie d'air. Les poumons, c'est pareil. Donc en fait, on va exercer une pression pour vider les poumons. Et souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on veut donner l'action dans l'inspire. Et quand on donne l'action dans l'inspire, on monte les épaules, on monte la cage thoracique, et on va faire... Et là, on n'est pas du tout au bon endroit, c'est pas ça qu'il faut faire. On dit, mais non, c'est pas ça. Et oui, d'abord, on expire. Allez-y, on le fait ensemble. On va me donner un cœur à l'ouvrage. Mettez une main sur le ventre, on est assis confortablement. Et on va souffler, comme si on voulait que le nombril touche la colonne vertébrale. Au bout, on y va. Et quand on ne peut plus, avant de devenir tout bleu, on lâche tout. Et on laisse l'air entrer. Et on doit sentir sous sa main vraiment ce mouvement du ventre qui revient. Ce diaphragme qui vient bouger. C'est un gros muscle, le diaphragme. Et en bougeant, vous allez voir, tout à l'heure on en parlera, il va faire circuler quelque chose qui est super important dans le corps. Donc cette respiration, elle est intéressante d'être faite plusieurs fois. Pas besoin de faire, allez, je fais 10 minutes de respiration diaphragmatique.
Ne serait-ce que de se poser et de dire ouais, j'en peux plus, je lâche les épaules, je ferme les yeux, je m'assieds correctement, confortablement. Et là, j'expire. Et je laisse l'inspiration reprendre. Et vraiment de sentir ce mouvement dans le corps, ça c'est vraiment super. Je suis désolée pour le petit bruit que ça fait. Des petites choses à écouter. Et là, on va parler du soupir physiologique. Alors, le soupir physiologique, c'est un exercice qui est un petit peu plus original, c'est très dans la veine de la cohérence cardiaque. Un exercice que j'ai partagé là sur ma newsletter au 1er mai. J'ai challengé tous ceux qui l'ont lu à se dire, allez, on le fait une fois par jour, tout le mois de mai. Pour rester zen au mois de mai. On va venir inspirer sur 2 secondes. C'est assez fort, hein. Là, faut pas hésiter, hein, on y va franco, pour pouvoir expirer sur 15 secondes. Alors au début, on cafouille un peu, c'est sûr. Et en fait, après, on prend le rythme. On va le faire ensemble. L'idée, c'est de le faire pendant 5 minutes et de le faire une fois dans la journée. Hein. Et c'est vraiment de prendre cette inspire assez... Et travailler ensuite sur le parasympathique, qui est une branche du système nerveux autonome, qui est vraiment la branche qui nous amène au calme. Hein. C'est vraiment cette branche de réparation, d'auto-guérison. Et donc si vous êtes partant, on inspire, vous voyez, c'est très rapide. Et on vient expirer tout doucement. On prend le temps. Alors la première bulle qui monte et qui descend, c'est un petit peu cafouilleux, c'est normal. C'est parti. Deuxième. C'est bon. Pensez bien relâcher les épaules en même temps. Ça fait bailler, n'hésitez pas. Le corps se détend.
Une dernière fois. On se détend complètement. On se laisse vraiment aller avec l'expire. On détend les épaules, le visage. Alors, je triche un peu, on a fait 4 minutes. Vous voyez, c'est faisable. Le fait de le faire une fois par jour, qu'est-ce que vous avez ressenti là? Ouais. On se sent déjà. Hein. Et puis en plus, ça donne un peu la tête qui tourne. Le fait d'inspirer fort. Donc finalement, ça choque un petit peu le corps. Et qui est vraiment en mode après-récupération sur cette expiration. Alors au début, on cafouille un petit peu. Mais... Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué. Et que je vous invite vraiment à mettre en pratique. Une fois par jour. Au moment où c'est plus opportun pour vous. Et la deuxième chose, c'est que l'énergie suit la pensée. En fait, toute l'énergie du corps va suivre notre pensée. Et si cette pensée est négative, eh ben, ça va être négatif. Le matin, quand vous vous levez, vous dites « Ah, de toute façon, ça va être une journée de merde aujourd'hui. » Souvent, le bilan de la journée à la fin de la journée, « Ah, j'avais raison ce matin, c'est vraiment une journée de merde. » Si on se sert de cette énergie-là, mais dans le sens inverse, et qu'on se dit, allez, maintenant je décide que ça va être plutôt positif. D'où l'intérêt de faire des visualisations positives. D'où c'est bon ça. D'où l'intérêt aussi de se répéter des petites affirmations positives. Et je vous ai mis le vision board. Le vision board, c'est assez ludique. Vous pouvez le construire vous-même. Je vous ai mis des thèmes dans l'idée. Hein. Donc, je ne sais pas si vous le voyez derrière votre écran, mais on va avoir le travail, on va avoir le développement personnel, la santé bien sûr, l'abondance quelle qu'elle soit, la vie sociale, c'est important la vie sociale, l'amour, encore plus important l'amour, les projets, et puis je vous ai mis aussi les voyages pour ceux qui aiment voyager. Tout ça, ça fait partie des projets finalement globaux et des réussites qu'on souhaiterait mettre en place dans sa vie. Et le fait de se faire un petit vision board, alors un petit instant, un petit après-midi, comme ça, on se prend une grande feuille de papier, et puis on vient découper dans des vieux magazines pour pouvoir mettre, aller la maison de ses rêves, le job de ses rêves, l'augmentation, je ne sais pas, tout ce que vous avez envie, et puis de l'afficher dans un endroit où vous passez souvent, un peu de toilette, sinon dans votre cuisine, sur votre frigo, dans votre chambre à coucher, dans votre escalier que vous prenez tous les jours. Et puis vous le mettez vraiment devant vous et tous les jours vous prenez quelques instants pour le regarder. Et en fait, ça va s'incrémenter petit à petit, ça va s'ancrer en vous comme la visualisation positive et ça va mettre l'énergie, elle va se mettre sur ce chemin-là. Et ça, c'est vraiment une énergie créatrice. Donc pensons positif, affirmons-nous positif. Pourquoi est-ce que le matin on ne se réveillerait pas en disant allez aujourd'hui je me donne de l'amour? C'est beau ça. Pourquoi on ne se dirait pas allez je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Bah oui, les choses on ne les change pas, mais on peut toujours agir. On est encore dans l'action. On peut privilégier aussi la joie au plaisir. C'est bien de se faire plaisir, mais être joyeux. Faire appel à son enfant intérieur. Si vous avez envie d'aller maintenant partir dans la rue et partir en se tirant, moi ça m'arrive souvent. Ma fille me dit oh là là, maman, c'est pas possible. C'est tellement agréable, mince quoi. C'est ça la joie. Donc vous dire aussi, aujourd'hui j'arrête d'attendre. J'attends pas, je vais dans l'action. Je fais maintenant. Ou je fais une seule chose à la fois, ça c'est moi. Je fais une seule chose à la fois. Bref, vous en avez d'autres. Alors pour ceux qui sont derrière leur écran, peut-être qu'ils ne voient pas. J'arrête de rechercher les choses dont je n'ai pas besoin. Et oui, allons à l'essentiel. J'écoute pour recevoir plutôt que pour répondre. Ah, ça c'est intéressant. Toujours intéressant d'écouter l'autre. Il y a toujours des choses à dire. Plutôt que d'être toujours dans vouloir répondre plus fort que l'autre. Et puis le bonheur, il est ici et maintenant. C'est quand même pas mieux de se réveiller en se disant ça. Même si on est persuadé au fond, dans le fond intérieur, ça va être une journée merdique, parce qu'on a un examen, parce qu'on doit aller à tel endroit, parce que la voiture est en panne en ce moment, bref. Mais on peut très bien se dire, changer les choses et se dire ah, aujourd'hui ça va être une super journée. Et quand on se dit ça, en général ça marche. C'est ce qui est dingue. Allez, c'est vite. Et s'affranchir de la technologie. Alors j'ai pas mon téléphone, vous voyez, je l'ai rangé, mais le portable, mon Dieu.
l'ordinateur. Et en fait, tout ça, ça va vite. Ça va très très vite. Ça va beaucoup plus vite que notre biologie humaine. Nous, on n'évolue pas aussi vite que les machines. Pour les plus anciennes, moi, le portable, je ne suis pas née avec. On ne connaissait pas. Et puis nous, on a connu Minitel. On voulait faire une recherche sur ce qu'était à l'époque le web, qui commençait à être le web. Et en fait, ça nous allait bien, et puis maintenant, ça va tellement vite. Vous vous rendez compte, les gens, ils vont aux toilettes avec leur montre connectée, ils ont leur mail. Regarde, vous n'avez pas de montre connectée. Et ils ont leur mail dans les toilettes, quoi. Ils sont joignables partout, mais c'est dingue! Et bien là, c'est pas stressant ça. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle le dépassement de la limite d'adaptation. Et quand on dépasse limite de capacité d'adaptation, on est dans le stress chronique. On n'en veut plus. Donc soit on lâche, et on revient les pieds sur terre, soit on s'accroche, et alors là, on s'envole très vite. Et on n'est plus du tout ancré, on n'est plus du tout à ce qu'on fait, et comme on dit, on ne touche plus terre. On est toujours dans le stress permanent, dans ce qu'on va venir, etc. Donc il faut savoir s'affranchir un petit peu de la technologie. Pas de questions? Dernière partie. La santé physique. Et là, point important, alors oui, il va être important, pour une danseuse, il va être important de mettre le corps dans le mouvement, aussi, c'est chouette, mais il va être aussi important de mettre du mouvement dans le corps. Et ça, on n'y pense pas toujours. Alors l'intérêt du mouvement et comment faire. Sachez déjà que tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, le mouvement est créateur. Donc le mouvement, il est absolument nécessaire. Donc le mouvement du corps, important de bouger, de faire du vélo, de la marche à pied, etc. Mais aussi dans le corps pour faire bouger les choses, bouger les liquides, ce qu'on appelle les humeurs du corps, le sang, la lymphe, le liquide céphalorachidien. N'oubliez pas, votre système nerveux, votre cerveau, il baigne dans un espèce de liquide, là. Et tout ce liquide, il est bon de le faire bouger de temps en temps. Et puis aussi l'énergétique. Le corps est fait de courants énergétiques. Et du coup, faire circuler cette énergie, eh bien, tout à l'heure je parlais que la maladie, c'était aussi des stases au niveau énergétique, au niveau des organes. Donc on va remettre du mouvement là-dedans. Vous avez vu, c'est moi. Là, c'est de bouger les choses quand on se met la tête en bas. Alors les avantages du mouvement, en tout cas, ça va activer ce qu'on appelle les émonctoires. Qu'est-ce que c'est que les émonctoires? Vous avez une petite notion? Alors je vous ai mis entre parenthèses foie, intestin, rein, poumon, peau. Qu'est-ce que sont ces organes? Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ouais, filtrer, évacuer. En gros, ce sont nos portes de sortie. Nos grosses portes de sortie. D'accord? Et c'est là où toutes nos toxines, c'est par là qu'elles vont sortir. Par la respiration, par les selles, par les urines, par la transpiration, par le sébum. Et donc le mouvement active les émonctoires. Ah oui, quand on bouge, on transpire un peu. On a envie d'aller faire pipi, ça vient stimuler un petit peu nos reins, ça vient stimuler notre système digestif. Si vous ne bougez pas, vous allez être constipé. Si vous bougez, en général, on va un petit peu plus aux toilettes. Et donc ça va permettre d'éliminer les fameuses toxines dont on parlait au début. Vous savez, celles qui sont apportées par l'extérieur. Allez, on les élimine. Et puis ça permet d'éliminer nos propres toxines aussi endogènes. Ça maintient les connexions neuronales. Et oui, le mouvement, c'est en fait, imaginez le bébé. Le bébé, il a un schéma. Déjà, il pousse avec ses pieds pour sortir du ventre de la mère. Et puis une fois qu'on le pose, il va commencer à se retourner, à faire des petits mouvements de rotation, puis à lever la tête, puis il va pouvoir commencer à se mettre assis, et puis il va aller marcher à quatre pattes, et puis après il va pouvoir se lever. Et tout ça, ça suit un schéma progressif. Chaque étape est importante parce que chaque étape construit son système nerveux. Et ça permet de passer à l'étape suivante et d'arriver à nous adultes au jour d'aujourd'hui. Et en fait, le fait de bouger, vraiment d'actionner le mouvement, les mouvements du corps, on verra après tout à l'heure certains mouvements, ça permet de maintenir ces connexions neuronales, ou de continuer à les créer, parce que c'était le sujet de la conférence précédente, il me semble, non, sur la neuroplastie, la flexibilité neurale. Ouais. Et bien en fait, maintenant on se rend compte que le cerveau est un tissu qui bouge tout le temps et qui continue de fabriquer ces neurones, continue de fabriquer ces connexions neuronales. Donc on ne s'arrête pas. Il faut continuer. Sinon, attention, Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies de dégénérescence neuronale,
qui ne sont pas du tout sympas, le mouvement va permettre quand même de vivre plus longtemps en meilleure santé. L'avantage du mouvement, c'est que ça amène un meilleur métabolisme. Quand on vous bouge, quand vous allez marcher, marche rapide, courir, faire un petit peu de gymnastique, nager, etc., ça va permettre d'utiliser votre sucre. D'accord? Donc de mieux cataboliser notamment votre sucre et tous les autres micronutriments, macronutriments on va dire, les graisses, les protéines, etc. Votre corps va mieux savoir comment gérer l'apport de la nourriture, soit en stockant, en mettant dans les muscles, en utilisant, en brûlant, etc. Et ça va permettre aussi de bien réguler les hormones. Tout type d'hormones, mais on va surtout penser au cortisol, cette fameuse hormone du stress, qui s'accumule quand on est au bureau parce que notre patron il nous gonfle, et puis il nous surcharge. Et là, vous sentez bien que vous avez besoin de vous défouler, aller courir, se défouler, c'est souvent le terme qui est employé, j'ai besoin de me vider. Mais en fait, il faut utiliser ce cortisol. Avant, les gens, c'est simple. Quand je dis avant, c'était il y a fort longtemps. L'homme de Cro-Magnon, lui, il devait courir devant le dent de sable, il devait courir derrière sa proie pour pouvoir manger le cortisol. On va l'utiliser tous les jours. Nous, on est derrière nos bureaux, derrière notre ordinateur, et c'est juste la surcharge mentale qui fait qu'on a du cortisol. Après, si derrière on n'utilise pas, il s'accumule. Et on va voir la même chose pour nos hormones hormonales, pour notre système génital, donc nos hormones du système génital, les hormones de la thyroïde, etc. Donc ça bouge, il faut les utiliser, ces hormones. Et là, je vous ai mis, par rapport justement à nos toxines, ce qui reprend un petit peu par rapport à notre assiette. Si vous bougez bien et que vous avez une assiette variée, en végétaux, des légumes colorés, etc., finalement, votre petite poubelle, il n'y a pas grand-chose à jeter. Vous aurez toujours de quoi éliminer, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de quoi faire caca et pipi, il n'y a pas de souci. Mais en petite quantité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de toxines à éliminer. Si maintenant vous faites du sport, mais que vous vous lâchez quand même pas mal sur malbouffe, on va dire, qu'on appelle comme ça, là, vous voyez, votre poubelle, elle est quand même déjà bien pleine. Ça reste encore gérable, mais on sent qu'il faut bien favoriser ces éléments-là. Et si en plus vous êtes sédentaire et que vous passez votre temps à manger des cochonneries, vous voyez un petit peu, on n'arrive plus à éliminer. Bon. Petite infographie qui est assez parlante, je trouve. Et donc comment on va déjà éviter la sédentarité? Alors je vous invite tous à vous bouger là déjà, levez-vous. Parce que ça fait un petit moment que vous êtes assis. On s'étire. Et on vient expirer d'un côté, on inspire vers le haut, expirer de l'autre côté, et on lâche. Voilà. Ne serait-ce que de faire ça, une fois par heure, par exemple, quand vous êtes au bureau. Alors les gens vont peut-être vous regarder bizarre, ça dépend où vous travaillez. Mais ceci dit, vous pouvez marcher un petit peu sur place, marcher un petit peu dans la pièce, et c'est important. Et après, hop, vous pouvez vous remettre assis. Il existe aussi les petites idées, les ballons, c'est vous qui m'en avez donné l'idée d'ailleurs, les ballons quand on se met au bureau pour pouvoir s'asseoir et d'être toujours dans le micro-mouvement. Vous voyez, et on vient travailler le bassin, la colonne vertébrale. Et ça, c'est important plutôt que de rester sur une chaise figée où après à la fin de la journée, on a mal au dos, on porte tout, là, on n'a pas bougé, les hanches, etc. Ça devient compliqué. Puis comme c'est compliqué et qu'on a mal partout, là, en fait, on n'a plus envie de faire du sport. Et on se complaît dans ce côté, je ne bouge plus, je reste sur place, puis je prends l'ascenseur parce que finalement, l'escalier, j'ai pas envie. Et puis, je vais aller chercher du pain. Ah, chérie, rentre pas à la voiture, je vais aller à la boulangerie avec la voiture. Bah non, reprenez votre vélo, vous avez des petites gambettes, là. Comme tout à l'heure, on a une langue, on a des dents, c'est pour s'en servir, on a des dents, c'est pour s'en servir. Donc, il est conseillé quand même de marcher, de bouger une demi-heure par jour, ça serait vraiment top. Donc, bouger tout confondu, on prend les escaliers, on va chercher le petit repas du midi à pied, et puis favoriser les mouvements croisés. Vous connaissez les mouvements croisés, ce qu'on appelle le joint pour venir travailler sur les deux hémisphères. Et là, maintenant, ça commence à être répandu, on commence à avoir des exercices comme ça dans les écoles pour améliorer la concentration, tout le côté cognitif. Et même pour vous, c'est pas que pour les enfants. Je vous ai dit, le cerveau il continue de se faire, ces connexions elles continuent. Il y en a plein de neurones qui meurent, mais on en a d'autres. Et du coup, hop, les petits mouvements croisés,
Et puis on peut même les faire en dansant, en tournant, etc. Vous voyez, on peut s'amuser. Toujours faire appel à ce petit enfant intérieur. Quand vous marchez, balancez les bras. Toujours, je regardais un truc comme ça, et en fait, le gars, non, je lisais un bouquin, le gars il disait, mais c'est vrai que vous regardez les gens autour de vous, ben, les gens, ils marchent, par exemple, souvent sur le téléphone, la tête penchée, le sac très lourd, les gens ne bougent plus, même quand ils marchent. On reprend possession de son corps, et là, on va se faire plaisir. Un peu la marche nordique. La marche nordique, elle est bonne, avec les bâtons. Et en fait, on est vraiment dans le mouvement croisé. Ouais, mais c'est hyper. Ça marche presque quand on les a. Enfin, ouais, ça donne de l'élan. Oui. Mais ne serait-ce que de marcher ou de courir. Oui, mais quand vous faites votre footing, elle exagère, mais en fait, ça donne de l'élan. On a presque l'impression d'aller plus vite et plus haut. C'est ça, c'est quand je suis impressionnée. Et oui. Et là, on croise, hémisphère droit, hémisphère gauche, et en fait, on est déjà dans les mouvements croisés. Finalement, c'est simple. Faire travailler, alors l'idéal, ce serait, je vois que ça nous met en ébullition. Ça parle, ça. L'idéal, ce serait d'avoir 3 activités réparties sur la semaine. C'est de faire un peu de cardio et un peu de résistance. Ça, c'est vachement bien pour tout le système métabolique. Le cardio, un petit peu de marche rapide, marche nordique, natation, vélo, course à pied, pour les plus costauds. Et puis des exercices en résistance. Alors, l'autre jour, j'avais dit ça en consultation, puis la jeune fille, elle revient vers moi, puis elle me dit, c'est quoi des exercices en résistance? Tout ce qui va mettre en résistance, faire des squats, mais je vais même faire des pompes, mais même faire des pompes contre le mur. Hein. Vous êtes déjà en résistance, hein. C'est pas très compliqué comme ça, du coup. Il faut déjà commencer par là. Mais il y en a, il faut commencer vraiment doucement. Faire des abdos, voilà. Prendre un élastique, mettre des élastiques là, et puis faire des bouteilles d'eau avec des petits poids. Là, on est sur des exercices en résistance. Et ils sont intéressants dans le côté métabolique pour mieux gérer le sucre dans les muscles, etc. Donc pensez à se lever et s'étirer toutes les heures comme on a fait là. Hein, ça, il faut vraiment le faire dans la journée. Et puis, commencer sa journée par une petite routine aussi. Moi, perso, je fais yoga ou footing. Je peux les deux en même temps. Je ne fais pas les deux en même temps, parce qu'il faut se lever à 5h du matin. Hein, je fais des choses différentes. ou des petites routines de Qigong. C'est vachement plus doux, on est plus sur de l'énergétique, mais on est quand même dans le mouvement, dans la conscience de l'instant présent, ou tout simplement des étirements. Petite salutation au soleil, vous connaissez? On trouve partout sur YouTube. Vous faites 5 à 10 salutations au soleil le matin. Salutations au soleil. Après, il y a les 5 tibétains, si tu préfères. Alors, les 5 tibétains, alors là, c'est un cours du dessus, hein, quand même. Ça, le dos, tout ça, c'est un petit peu costaud. Et puis, le ballon, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais un petit peu trop vite, mais le ballon, c'est vraiment intéressant pour tous les petits micro-mouvements, notamment le bassin, les hanches, qui s'ankylosent vite. Des petites galettes d'eau aussi. Ouais, mais on est quand même plus statique. C'est vrai qu'on commence un petit peu à bouger. Je trouve que le ballon, pour ça, il va peut-être être un petit peu mieux à voir, à tester. Après, le ballon, on ne peut pas. La galette est peut-être plus pratique, plus discrète aussi. On va le sous le bras pour aller travailler au bureau. Dans le tram. Excusez-moi, j'ai mon ballon. La marche afghane, vous connaissez? La marche afghane. Ah, voilà. C'est une marche qui associe respiration, et comme on est concentré sur la respiration, je peux vous avouer que là, on va avoir vraiment une coupure du mental. Là, vous n'allez pas penser à ce qu'il y a dans votre frigo, c'est ce que vous allez commencer à manger le soir. En fait, on va marcher 3 pas. Alors, il y a différentes variantes. Hein. Là, je vous donne quelque chose d'assez simple. 3 pas où vous venez inspirer. Alors, ça nous donne. Et le 4e pas, on retient l'air. Je n'ai même pas qu'on bloque, mais on retient. Et puis... Ça va, j'ai un peu que je défile. Bon, vous le faites bien sûr quand vous verrez. Et en fait, c'est déjà ça fait bien travailler le cardio. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait les Afghans faisaient ça quand ils faisaient des longues marches pour ne pas se fatiguer. Et en fait, on peut marcher comme ça pendant des heures. Et après, il y a des variantes. Si vous êtes des adeptes de randonnée, il y a des petites variantes en fonction du
du terrain qui monte, qui descend, où là vous allez pouvoir allonger sur plus de pas, enfin, voilà. Et c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup cette marche-là. Alors je ne dis pas que si par exemple vous faites une grande marche d'une demi-heure, vous allez faire la demi-heure en marche afghane, mais par exemple vous dites, allez, je prends 10 minutes, et pendant 10 minutes, en 5 minutes peut-être au départ, puis 10 minutes, vous allez voir, en fait on se fait, puis en fait ça coupe vraiment le mental. Moi je dis aux gens, quand vous rentrez du boulot et que pour couper un petit peu avec le travail, et si vous rentrez à la maison à pied, c'est un super moment pour pouvoir marcher, et vous marchez à un bon rythme. En plus, vous allez rentrer chez vous en pleine forme, pas fatigué, un mental bien nettoyé et une bonne respiration, parce que ça oblige à bien respirer et à activer sa respiration. Donc ça, c'est un bon exercice. Et à couper avec le balancement des bras. Alors la respiration diaphragmatique, on en avait parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ce muscle-là, en fait, il vient pomper tout le système lymphatique. Et le système lymphatique, cette lymphe-là, elle contient des grosses molécules de sucre, de gras, qui sont vite stagnantes, on va dire. Hein. Et en fait, il est intéressant que cette lymphe, elle remonte vers le foie pour être drainée et renouvelée. Et quand on sent, hein, quand il fait chaud, qu'on a des édèmes, des choses comme ça, c'est la lymphe qui s'accumule dans le bas des jambes, donc on sent que la circulation elle se fait pas très bien. Et donc la respiration diaphragmatique, c'est l'une des premières pompes de tout ce système lymphatique. Donc avec la respiration diaphragmatique, vous allez créer du mouvement dans les humeurs, dans les liquides. Après vous avez les massages, massage bien-être, drainage lymphatique pour rester dans la lymphe, le brossage du corps. Moi j'adore. Venir se brosser tous les jours, vous connaissez ça? Avec une brosse, on a un peu l'impression de brosser son cheval. Et en fait, vous venez travailler sur un circuit, comme ça, à l'intérieur, et vous ramenez la lymphe vers le pied inguinaux, et puis tout ce qui est au-dessus du nombril, vous venez amener la lymphe vers les veines des sous-clavières, qui se jettent, le vaisseau qui se jette vraiment dans les sous-clavières, et puis qui vont venir vers le foie pour relancer au niveau du foie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brossage à sec. Une des techniques préférées. Et ça, si vous allez, j'ai une chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo dessus, où moi, on ne m'avait pas. Je montre exactement comment faire, comment moi je fais. La friction aussi. Même avec votre serviette un petit peu sèche, vous pouvez venir vous frotter. Ou quand vous finissez une petite séance de respiration, pour remettre le corps dans son énergie, vous venez frotter. Hein, fin de séance de sophrologie, moi j'aime bien faire ça, on se remet dans le corps, on réincarne son corps. La réflexologie est intéressante pour faire circuler notamment l'énergie, hein, pour remettre en circulation l'énergie vers les organes concernés. Donc vous avez de la réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire, nasale. Trifouiller avec un petit stylet au fond du nez. Vous allez un petit peu loin. En fait, on a un point, le point de Shenmen, tout au fond du cornet moyen, et qui a un vrai grisette. Quand on appuie dessus, quand on vient appuyer dessus, en fait, ça fait une espèce de gros chamboulement à l'intérieur, et on se sent hyper bien après. Donc, au moment où on pleure, mais après, c'est waouh! Pendant quelques jours. Moi, j'en faisais un moment, mais bon, les gens, effectivement, maintenant, on ne bouge plus à l'envie. Et pour terminer, tout doucement, le mouvement dans le corps, ça se passe aussi par les différentiels de température, du froid et du chaud. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la douche écossaise, l'alternance de chaud-froid sur la douche. Il terminait sa douche par une douche froide. Le froid, il a pour vertu de ramener vers le centre. Et le chaud, il a pour vertu de ramener vers l'extérieur. Et donc, en jouant sur ces différentiels de température, on va pouvoir faire bouger les liquides du corps et aussi, notamment, les toxines. Et en fait, les toxines, avec le froid, elles vont se ramener vers le froid. Donc, on va pouvoir les diriger vers un endroit. D'où l'intérêt de mettre une petite poche froide sous les fesses. Ça s'appelle des bains dérivatifs. Autrefois appelés bains dérivatifs parce que, je sais pas, vous connaissez les casins? Oui. La bassine, les fesses dans la bassine d'eau froide, c'était ça en fait. Hein. C'était un médecin qui avait remarqué, donc Louis Kuhn au début du 19e siècle, qui avait remarqué que le froid au niveau des plis inguinaux, ça ramenait les toxines vers le système digestif et ça permettait une meilleure élimination. Et donc vous avez ensuite France Guillain qui a repris cette méthode-là, beaucoup plus moderne, qui a créé des petites poches. Et déjà de commencer avec une petite poche pharmacie bleue,
si vous êtes au boulot, vous mettez une petite poche, une demi-heure, 1 heure, et puis en fait, ça vient gérer l'inflammation du corps, et ça libère les toxines vers le système digestif. Après, on va bien aux toilettes. Voilà. Moi, je suis une grande fan de cette technique. Vous avez aussi la chaleur. Donc la chaleur, on va plus sortir les toxines par le biais de la peau. Vous avez les bains très chauds, mais vous avez aussi sauna, hammam. En plus, c'est super parce que ça vient vraiment relaxer tout le système nerveux. Et au niveau du diencéphale, donc c'est vraiment un moment de pure détente et qui va en plus vous faire du bien, qui va éliminer vos toxines par la transpiration. Et l'idéal, c'est d'alterner le chaud, le froid avec les bains froids. En plus, à Nantes, on a le centre Caliceo, c'est une grande chance, ça, parce qu'on n'a pas tant que ça en France. Et souvent, dans mes consultants, je leur dis, mais essayez, prenez une petite carte, essayez, et faites des petits saunas, même comme ça. Et en plus, dans le sauna, il y a un bain froid à 14 degrés. Voilà, c'est super, on est super détendu. Et ça active les réflexes de transpiration, ça active plein de choses au niveau du corps, on sent que ça bouge. Et puis la petite bouillotte aussi, la petite bouillotte qu'on peut mettre sur le foie pour augmenter le flux sanguin qui passe dans le foie, mais on peut aussi mettre sur les intestins, sur les reins. Là où vous allez mettre votre bouillotte, ça va un petit peu augmenter la vascularisation, donc c'est intéressant. Donc maintenant, je vous invite vraiment à vous ouvrir à tous ces changements, d'accord? Et puis ces changements qui peuvent être bénéfiques, et puis surtout de passer à l'action. Voilà. Ce que vous aurez pu retenir, essayez de mettre un petit peu en place ces petits tips que vous aurez vus aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie vraiment vivement de votre travail. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de petites choses. Je vous invite à télécharger le diaporama sous cette vidéo. Vous aurez un lien et puis vous pourrez aller télécharger le diaporama pour pouvoir avoir vraiment toutes les informations que j'ai mises tout au long de cette conférence. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis vous voyez, donc l'alimentation, les petites choses à mettre en place pour la santé psychique et puis le mouvement sous toutes ses formes, que ce soit par le biais des températures, du sport, etc. Je vous souhaite surtout de bien vous porter et je vous dis à bientôt.